Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus sur ce live. En attendant que les participants arrivent, n'hésitez pas à nous faire savoir d'où vous venez et si vous êtes de chez O'Clock, votre promo. Hello tout le monde. Et bonjour aussi, d'ailleurs. Je ne sais pas si le live a commencé, mais du coup, bonjour à tous, si c'est le cas. C'est le cas. Ok. Moi, je découvre Livestorm. cet outil. Ouais, je m'en suis jamais servi. Et du coup, juste pour être sûr, donc le chat qu'on voit défiler sur la droite, c'est un renvoi de celui de Twitch, c'est ça? Non, alors là, pour le coup, c'est un chat interne. C'est-à-dire que là, tout notre public est ici. Ah, d'accord. Ok. Et c'est une rediffusion sur Twitch. D'accord. Donc là, en fait, on a tous nos invités qui peuvent poster des messages. Et on a du monde de Grenoble, un ancien apprenant, un papaye, un quarks, la Haute-Savoie. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez un petit sondage dans l'onglet sondage. Si vous voulez répondre à notre question, n'hésitez pas. Promo Muffin. Il y a de l'alumni. Oui, ça fait plaisir de voir des anciens apprenants aussi. Les Queenies. C'était une spécialité que je ne connaissais pas. Hein. On est dans des noms de nourriture en ce moment. Oui, c'est ça. Un ancien apprenant, Boson. Pavlova. Yeah. Muffin. Boson en force. Donc c'est quoi? Chaque promotion a un nom de gâteau, c'est ça? Pavlova, muffin, c'est des desserts, ça, non? Oui, alors il y a des thématiques selon les cursus qu'ils choisissent en fait. Et nos développeurs web full stack sont sur de la nourriture en ce moment. Mais on a aussi les mythes et légendes. Voilà, c'est très varié en fonction. On a commencé avec le thème de l'espace. C'est ça. La toute première promo, c'était les Big Bang. Ok. Les Einstein. On était plus dans la science, mais du prestige, quoi, en fait. C'est ça. Big Bang, Einstein, astrophysique. Les Tiamat, ça c'est une déesse. On est devenu beaucoup plus terre à terre en ce moment. Oui, dernièrement. Besoin de sucreries et de. On a faim. Du Big Bang au quinoa. Oui, Ouais. mais pourquoi pas? Ce qui compte. Vous avez 4 heures. C'est ça. Il est 16h33. Je vous propose qu'on commence dans 1 minute ou 2, le temps que les gens finissent d'arriver. Il faut savoir que beaucoup de nos apprenants sont en classe jusqu'à 16h30, donc le temps qu'ils arrivent. Alors, et ce sondage? Est-ce que vous voyez l'onglet sondage? Est-ce qu'on voit les réponses? Ah, si, il y a des votes. Donc, on a 57% de curieux, 16% qui aimeraient travailler dans le jeu vidéo, 15% qui souhaitent créer leur jeu vidéo et 13% qui ont vu de la lumière. On fait un petit tour de présentation. Je vous propose qu'on inaugure le live comme ça. Il est 16h35. Donc, nous vous remercions de nous avoir rejoints. On remercie très fortement Romain de nous accorder une petite heure pour discuter de son parcours et du travail dans un studio indé de jeux vidéo français. Donc, moi, je m'appelle Audrey, je suis chef de projet communication pour l'école O'Clock et je passe la parole à JC. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Jean-Christophe ou JC. Certains me connaissent peut-être, m'ont déjà eu en cours ou pas. En tout cas,
Je suis formateur chez O'Clock depuis les origines du Big Bang, justement, plutôt en développement web. Et il se trouve que voilà, j'ai comme passion à côté de ça depuis un certain temps la création de jeux vidéo, et donc on est en train de monter une formation, un petit summer camp de 3-4 semaines pour la création de jeux, sur la création de jeux vidéo et la publication également. Donc voilà, c'est un peu... on va également aussi en profiter pour présenter cette formation dans ce live. Et Romain? Eh bien, rebonjour. Pour ma part, donc, je m'occupe d'un studio de développement de jeux vidéo qui est basé à Montpellier, qui s'appelle Splash Team. On a déjà sorti 2 jeux, donc un jeu qui s'appelle Splasher, qui est sorti en 2017, et un jeu qui s'appelle Tinykin, qui est sorti en 2022. Et donc là, on travaille sur un 3e projet qui s'appelle Rendez-vous, et peut-être que certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous le connaissent via Twitter, par exemple. On communique pas mal dessus en ce moment. Et moi, plus spécifiquement, en dehors d'être un des cofondateurs du studio, je suis surtout on va dire au quotidien, un mix entre un game designer et un programmeur. Et notamment sur notre nouveau projet, c'était le cas aussi des 2 précédents projets. Je m'occupe essentiellement de toute la programmation et de tout le game design et le level design, même si c'est pas forcément des rôles que j'assume seul, mais en tout cas, c'est les rôles que je chapeaute le plus en général, puisque c'est vraiment mes spécialités. Même si à côté, quand on dirige un studio, on a tout un tas d'autres choses à faire aussi, mais mon cœur à moi de métier, c'est GD, LD, Prog. Voilà. Ce qui est assez complet finalement dans ce domaine-là. Qui est assez complet, mais on se rend compte quand même souvent dans le jeu vidéo que c'est assez difficile de se passer d'artiste aussi. Donc souvent, les 2 fonctionnent en symbiose, on va dire. Il y a des gens qui sont suffisamment balèzes pour tout faire tout seul, mais c'est extrêmement rare. Mais oui, c'est sûr que la base d'un jeu, c'est souvent beaucoup de prog et de game design. On est d'accord. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'aller dans ces domaines-là, hein, mais en tout cas, voilà. Ah, je crois que tu es mute, Audrey. J'avais coupé pour pas faire de bruit. Merci Romain pour cette introduction. Du coup, je vais juste dérouler rapidement le rythme du live de ce soir. Donc, on va parler de ton parcours justement et de la fondation du studio Splash Team, notamment la constitution de l'équipe, par exemple, l'aventure Tinykin et puis ta nouvelle aventure donc avec Rendez-vous. Et puis dans un second temps, on parlera un petit peu plus concrètement, mais de ce que c'est que travailler dans un studio de jeux vidéo et comment est-ce qu'on trouve un emploi, comment est-ce que vous recrutez. Je sais que vous avez recruté récemment, je sais pas si votre offre est toujours à pourvoir, mais comment ça se passe en fait quand on est candidat et qu'on a envie de rejoindre un studio comme le vôtre. Ce sera vraiment, et puis on rebondira sur les questions du public. Donc, chers participants, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour déposer vos questions. Ça sera plus facile pour nous pour les suivre. Et voilà, c'est vraiment très simple. Donc, je te redonne la parole et je vous laisse discuter. Très bien. Ok, moi, je vais redonner la parole à Romain probablement. Si tu veux nous parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à créer ce studio, du coup. Ça peut être une histoire longue, mais je vais essayer de faire une version courte de cette histoire. Bon, après, pourquoi avoir créé un studio? En fait, c'est assez simple, hein. C'est l'envie de créer ses propres jeux, sachant que de manière générale, c'est quand même quelque chose qui se fait en équipe, donc c'est plus pratique pour travailler avec une équipe d'avoir un vrai cadre juridique. Donc un studio, c'est au sens société, parce qu'on peut aussi parler d'un studio juste, voilà, je fais un jeu avec mes potes dans mon garage. On peut aussi appeler ça un studio, mais là, je parle vraiment du cadre juridique. Ouais. Donc avoir un statut qui permet d'embaucher des gens et de constituer une équipe, c'est vrai que c'est assez pratique. Donc, à moins de vouloir faire des jeux tout seul, c'est aussi une des raisons pour créer un studio.
Et aussi justement cette envie d'indépendance, même si ça peut être assez difficile au début d'être indépendant, à moins de commencer avec énormément d'argent, parce qu'il y a souvent des problèmes financiers qui vont venir se poser, et donc du coup, la nécessité, pourquoi pas, de chercher des éditeurs. Bref, c'est une question à part entière. Hein, je ne sais pas si on rentrera dans le détail de cet aspect pendant le live, mais donc ça, c'est pour le côté studio. Après, moi, plus personnellement, en fait, je sais pas, tu avais une question par rapport à ça, peut-être. Non, je voulais juste rebondir sur le fait que, voilà, comme tu avais un peu cette casquette multiple, game designer, level designer, programmeur, est-ce que tu as eu au début, où tu as eu un moment de ton expérience où tu bossais en solo justement et tu t'es dit, je vais être développeur solo, ou tout de suite, tu t'es dit, non, on va bosser à plusieurs, donc on va vers un studio à non, plusieurs. c'est un peu, comment dire. Alors, moi, j'ai toujours eu envie de travailler dans un domaine de création artistique, mais avec pour objectif de divertir les gens. Je suis passé par des envies d'être dessinateur de BD. À une époque, j'étais beaucoup plus, à la limite, prédestiné à être graphiste au départ que GD et programmeur. Mais c'est au lycée que ça a un petit peu changé quand on m'a dit, mais tu sais que si tu veux faire du jeu vidéo, il va falloir te mettre à l'informatique et à la programmation. Alors, pour remettre le contexte, c'était il y a un petit bout de temps quand même, puisque là, on remonte à 2002-2003. C'était une vingtaine d'années maintenant. Et à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas toutes les écoles qu'il y a aujourd'hui. Et c'est vrai que si tu veux faire du jeu vidéo, tu vas faire l'informatique, quoi. Il n'y avait pas vraiment d'alternative. Ouais, c'était le tout début, ouais. Ouais. Et encore, quand je dis le tout début, il y avait aussi l'époque d'encore avant, plus les années 80-90, où les gens étaient quasiment 100% autodidacte, il n'y avait même pas d'école de rien du tout. Moi, c'était les débuts des écoles. Justement, j'ai fait une école de jeux vidéo, donc j'ai fait un IUT d'informatique, où j'ai eu beaucoup de bases intéressantes pour faire de la programmation. Je commençais d'ailleurs à faire des jeux sur mon temps libre, et ensuite j'ai fait une école de jeux vidéo pendant 2 ans à Valenciennes, à côté de Lille, voilà, à Super Infogame. C'était une des seules qui existait à l'époque. Il y avait aussi Engmin qui existait, mais ça s'appelait pas Engmin à l'époque, c'était une sorte de diplôme universitaire en rapport avec l'UX et l'ergonomie. Ouais, voilà, je sais plus trop comment ça s'appelait. Et il y avait peut-être aussi 1 ou 2 écoles à Paris, mais c'était assez succinct, quoi. Ouais, et puis accessible en plus avec un cursus universitaire, donc pas toujours simple d'accéder non plus tout de suite, je pense, sur ces formations. Ouais. En fait, au départ, c'était justement Super Infogame, ils proposaient déjà ce qu'ils appelaient une prépa, mais très honnêtement, surtout à l'époque, ça servait pas à grand-chose. Fallait mieux avoir fait d'abord des études ailleurs et arriver que pour ce qu'ils appelaient le cycle supérieur à l'époque. Donc ça se faisait en 2 morceaux. Il y avait la prépa, le cycle supérieur. En tout, ça durait 4 ans. Aujourd'hui, c'est 5. Mais pour revenir à la question de faire des jeux solo ou pas, en fait, moi, j'ai toujours eu cette envie de créer des trucs seul au départ. D'où la BD, d'où l'envie j'écrivais beaucoup aussi quand j'étais au collège et au lycée. Et en fait, j'avais un peu en tête cette espèce d'idéal du créateur entre guillemets de génie solitaire qui travaille tout seul chez lui et qui à la fin sort un truc, ça marche, le public est content, puis ensuite tu continues à travailler dans ce qui te passionne, et tu dépends de personne, et personne te dit quoi faire, et tu te lèves à l'heure que tu veux, et tu te couches à l'heure que tu veux, et tu fais comme tu veux tout le temps. Donc ça a toujours été mon grand rêve entre guillemets. Sauf que je me suis rapidement rendu compte que dans le jeu vidéo, ça se passait pas comme ça. On n'est pas comme dans écrire un roman ou faire des BD, qui d'ailleurs souvent aussi sont des collaborations. Mais j'ai assez vite vu que c'était un travail d'équipe. Et c'est là que j'ai commencé un peu à changer mon fusil d'épaule, même si j'ai toujours, pendant des années, même pendant que je travaillais à Ubisoft, pendant que j'étais à l'école de jeux vidéo, pendant l'IUT, j'ai toujours fait des projets solo, en fait, qui n'ont jamais été des jeux qui sont sortis dans le commerce. Hein, mais j'ai fait beaucoup de projets... entre guillemets personnel sur mon temps libre. Ok. D'où l'importance des projets personnels, hein, vous entendez bien, hein, les amis. Alors ça, c'est même si vous n'avez pas envie de travailler tout seul, ce qui est de toute façon assez rare dans le jeu vidéo, mais que vous avez envie de vous faire embaucher quelque part, c'est hyper important d'avoir des choses à montrer. Et en général, c'est pas juste entre guillemets avec le travail d'étudiant que vont vous demander les écoles ou la fac ou je ne sais quelle autre entité qui va suffire. Souvent, s'il n'y a pas beaucoup d'énergie à titre personnel qui est fournie en dehors, en fait, clairement, vous avez moins vos chances. Hein, parce que si on aborde cette question-là, justement,
Je sais que moi, c'est ce qui m'a permis de rentrer chez Ubisoft direct après l'école. Notamment parce qu'à l'époque, les écoles n'avaient pas autant d'importance qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, sortir d'une école comme Super Info Game, c'était pas du tout, comment dire... C'était encore un peu expérimental, quoi, comme... Ouais, c'était pas pour ça que tu te faisais embaucher, en fait. Ça commençait à être le cas. Et à l'époque, ils se vantaient beaucoup d'avoir, une école comme Super Info Game, par exemple, ils se vantaient beaucoup d'avoir 100% de leurs élèves sortants qui se faisaient embaucher direct après des études dans des boîtes de jeux vidéo. Sauf que la réalité, c'est parce qu'à l'époque, il y avait tellement peu d'écoles, c'était tellement nouveau, qu'en fait, tu disais, bah voilà, j'ai fait une école de jeux vidéo, pour les gens qui cherchaient des GD ou des LD, c'était intéressant, mais en fait, ça, c'était juste la porte d'entrée pour avoir un entretien. Par contre, si derrière, tu n'avais rien à montrer, ou très peu de choses à montrer, donc autrement dit, très peu de projets perso, à part juste 2-3 projets d'école vite fait, bah en fait, ça passait pas. Et en fait, petit à petit, année après année, les gens ont commencé à avoir de plus en plus de mal, enfin les gens sortant d'école, à trouver du travail dans le jeu vidéo, parce que déjà, il y a de plus en plus d'écoles. Il n'y a pas forcément de plus en plus de boîtes de jeux vidéo, parce qu'il y en a de nouvelles qui se créent, mais il y en a aussi beaucoup qui ferment. Et donc en fait, au final, ce qui va faire la différence, c'est ça, en fait. C'est à quel point vous avez cette espèce de passion dans les tripes qui vous donne envie de faire des projets perso, et aussi du coup de les montrer, de montrer en fait aux gens qui vont peut-être vous embaucher que vous en voulez en fait. Pas que vous en voulez parce qu'on va abuser de vous et vous faire du crunch, mais que vous en voulez parce que bah, ne serait-ce que le temps où vous allez être là, vous allez être habité par ce que vous faites et vous allez être moteur, quoi. Tout à fait. Bah, ça fait carrément écho à ce dont on parle aussi dans nos formations d'ailleurs sur le développement web. Hein. Ça fait carrément écho à ça aussi. Ok, donc tu as bossé chez Ubisoft, du coup, ce qui est cool. Enfin, ce qui fait toujours cool de bosser chez Ubisoft. Alors, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui bossent chez Ubisoft et après qui finalement partent un peu en solo comme ça. Il y a souvent des histoires. Enfin, je dis souvent, moi, les personnes que je peux suivre. Non, mais c'est assez fréquent. Qui veulent un peu plus de liberté, j'imagine que dans ces studios-là, c'est peut-être un petit peu l'usine ou quoi, je sais pas. Ouais, ou management qui peut peut-être être un petit peu raide, comme tu dis, Baptiste, dans le chat. Oui, et du coup, alors, ok, et alors, suite à ça, donc, il y a un moment donné où tu t'es dit, ok, tu vas créer un studio, tu as eu l'idée tout seul, c'était pas plus un état de fait, tu bossais avec des personnes, vous étiez sur peut-être des projets, et l'idée du studio est venue d'elle-même, ou quoi? Comment ça s'est passé? En fait, du coup, j'ai un peu amorcé le truc tout à l'heure, mais moi j'ai toujours eu envie d'être indépendant et d'avoir mon propre studio, de faire mes propres jeux. Même quand je suis rentré chez Ubisoft direct après l'école, j'avais déjà cette envie-là, sauf que je savais pas combien de temps j'allais vouloir rester dans une boîte comme Ubisoft, justement, le temps de faire mes armes, entre guillemets, pour me sentir vraiment prêt et équipé pour ensuite me lancer dans l'aventure d'un truc plus indé. Parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, notamment parmi les gens qui galèrent à trouver du travail dans le jeu vidéo après leurs études, qui vont essayer de faire leur projet tout de suite, de créer leur boîte tout de suite. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Hein. Je juge pas particulièrement ça. C'est juste qu'en termes de statistiquement parlant, moins tu as d'expérience, moins tu as de chances de réussir un projet indépendant alors que tu n'as pas été, entre guillemets, apprendre ton métier quelque part avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. Mais du coup, pour moi, en fait, Ubisoft, c'était un peu comme une école. C'est-à-dire qu'il y avait certes l'école de jeux vidéo, mais on va pas se mentir, à l'époque, c'était encore un peu expérimental et la formation n'était pas incroyable. Enfin, c'était pas vraiment une formation, c'était plus une sensibilisation à qu'est-ce que c'est les métiers de jeux vidéo. Mais c'était beaucoup à toi, en tant qu'autodidacte, tout seul, d'aller vraiment faire tes recherches un peu comme à la fac, en fait, hein, finalement. Mais par contre, dès que tu commences à travailler dans une boîte comme Ubisoft ou n'importe quelle autre boîte qui fait de la production de jeux vidéo, où tu vas vraiment travailler concrètement sur des projets, avoir une valeur ajoutée sur un projet qui va finalement sortir au bout de X mois ou années, quand ça sort. Et puis même si ça sort pas, vous apprenez des trucs quand même. En fait, c'est là que tu apprends vraiment, j'ai envie de dire, ton métier, quoi. Peu importe ton métier, que tu sois game designer, programmeur, artiste 3D, etc. C'est vraiment en production que tu apprends le plus.
Les automatismes à répétition, le C'est ça, concret ouais. de la situation, des situations, etc., quoi. Et en fait, quand je dis production, après, ça peut aussi être sur des projets personnels. Mais par contre, l'inconvénient, entre guillemets, des projets personnels, c'est que tu peux vite te mettre à stagner, parce que le manque d'interaction avec des gens plus expérimentés que toi qui peuvent t'apprendre des trucs, au bout d'un moment, ça peut se ressentir. Alors, il y a des gens qui travaillent seuls et qui gèrent très bien ça parce qu'ils vont être tout le temps en train de parler avec d'autres développeurs, tu vois. Ils vont se manifester dans des rassemblements, dans des festivals, des salons, etc. Ils vont se rencontrer, etc. Machin. Mais par contre, avoir une approche où je suis vraiment solo dans mon coin, je parle à personne et je fais mon jeu et machin, même s'il y a quelques légendes qui disent que des succès ont été créés comme ça, comme Mais, Minecraft et Stardew Valley, en fait, c'est qu'à moitié vrai, déjà. ouais. Et puis de toute façon, c'est pas du tout Ou, un bon conseil à donner, quoi. comme on le voit dans Indie Game de Movie aussi, que j'ai vu il y a pas longtemps, sur le jeu Fez, par exemple, où le gars, il est limite part en dépression, limite il va se suicider, quoi. Enfin, en solo, tu peux être aussi confronté, ouais, à de la solitude, je veux dire, bêtement, quoi, et à de la difficulté aussi à sortir ta tête aussi, à prendre du recul aussi, peut-être par rapport à ce que tu es en train de créer, quoi. Ouais, Enfin, c'est ouais. ce qu'on voit dans ce film-là, qui est assez intéressant. Après, tu vois, D'ailleurs. même ces gens-là, en fait, au final, il y a des choses qui sont pas dites ou alors abordées très rapidement dans ce film. Par exemple, ce qu'on dit pas, c'est que Edmund Macmillan, c'est quelqu'un qui avant avait fait pendant 10 ans des jeux Flash que personne connaissait et qui s'est fait une expérience de dingue en faisant tous ces petits projets. Jonathan Blow, qui a fait Bread et The Witness un petit peu plus tard, c'est quelqu'un qui avait, pareil, qui avait 10 ans d'industrie du jeu vidéo, mais lui carrément dans des grosses boîtes. Ouais. Et pareil, Phil Fish pour Fez, c'est quelqu'un qui avait bossé plusieurs années chez Ubisoft Montréal avant de faire son jeu. Alors bien sûr, ils ont eu des approches un peu extrêmes, et pour certains, comme l'exemple de Fez, on va dire très un peu extrémiste, quoi, si tu veux. C'est genre mon projet, c'est ma vie et j'emmerde tout le monde et C'est ça. j'ai une grande gueule et voilà. Mais en fait, en soi, c'est jamais concrètement, c'est rarement en tout cas des gens qui sortent de nulle part. Ouais, Euh, effectivement. et en fait, pour en revenir justement à cette histoire de Ubisoft et prendre la décision de partir, ben en fait, j'ai quand même hésité à une époque de me dire est-ce que ce serait pas intéressant d'essayer de devenir quelqu'un qui peut avoir ses propres projets, mais au sein d'une boîte comme Ubisoft. Et en fait, en y travaillant quelques années, je me suis rendu compte que ce serait pas possible, ou alors qu'il allait falloir attendre 20 ans. Je vous donne un exemple tout bête. Je connais très bien, par exemple, l'équipe qui a fait, enfin la core team, donc on va dire le noyau dur de départ donc l'équipe de Montpellier qui a fait le dernier Prince of Persia, qui est sorti là il y a quelques mois. En fait, c'est des gens avec qui j'ai travaillé il y a une quinzaine d'années. Certains étaient là depuis déjà plus de 10 ans quand j'ai travaillé avec eux. Et il y en a notamment un, par exemple, qui, donc ça fait presque 20 ans qu'il est à Ubisoft, et c'est la première fois qu'il est directeur d'un projet chez Ubisoft. Donc il a fallu quand même qu'il s'écoule 20 ans avant qu'il accède à cette espèce de Graal, tu vois, de vraiment diriger ton projet. Et encore, ça reste une licence qui n'est pas la sienne quand même. C'est-à-dire qu'il dirige le projet, mais voilà. Donc en fait, pour moi, c'est trop. En fait, quand tu as des envies d'indépendance, tu peux pas accepter l'idée que tu vas devoir attendre 20 ans avant de commencer à réaliser ton rêve. Tu vois. Donc il y a une espèce d'équilibre à trouver entre ce que tu apprends et à quel point tu décides de sauter, de franchir le pas et de sauter, quoi. D'accord. On a des questions dans l'onglet questions. Justement, Benjamin qui dit, avec le recul que tu as maintenant, on n'en a pas encore parlé exactement, mais comment est-ce que tu aurais fait des choses différemment dans la création de la Splash Team du studio? Des choses différemment. Bah, ça dépend différemment par rapport à. On n'en a pas encore parlé, du coup. C'est ça. Par rapport à quoi? Par rapport dans ton expérience de la constitution du studio, Ouais. peut-être des premiers recrutements, voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Est-ce que tout de suite tu aurais eu une plus grosse équipe, une plus petite équipe, des choses comme ça? En vrai, je pense pas parce que alors déjà c'est assez récent Splash Team, hein, c'est pas très ancien.
Et pour l'instant, je regrette pas trop mes choix. Et en fait, ce qui est important, et en réalité, on l'a fait, donc je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. Mais ce qui est important, c'est de faire les choses petit à petit, de pas chercher à griller les étapes, de pas chercher à vouloir tout de suite être au sommet, de dire voilà, je passe de étudiant à directeur d'un triple I avec un projet à 5 millions, une équipe de 20 personnes. Alors je dis pas, ça arrive des fois, il y a dû y avoir un cas en 10 ans, genre Portal, où Valve est allé chercher des étudiants, ils leur ont dit, bah, on va vous financer votre truc, ça va devenir un phénomène. Bon, ok, mais en fait, en général, il vaut mieux essayer d'y aller étape par étape. Donc, de commencer à faire des projets de petite envergure et puis ensuite monter petit à petit. En fait, si votre but, c'est un jour de faire des gros jeux, eh ben, il faut pas perdre l'objectif de vue, mais il faut pas non plus chercher à l'atteindre directement. Il faut vraiment y aller petit à petit, quoi. Et en fait, pour l'instant, avec Splash Team, c'est plus ou moins ce qui se passe. C'est-à-dire que Splasher, c'est un projet beaucoup plus petit que Tinykin, aussi bien en termes de quantité de contenu, que de taille d'équipe, que de budget, que de plein de choses, en fait. Et là, rendez-vous, le nouveau projet par rapport à Tinykin, ben, c'est au moins égal, ce sera au moins égal en termes de budget et d'équipe, voire peut-être un poil plus. Et peut-être même d'ailleurs qu'on n'ira pas au-dessus en termes d'envergure, mais par contre, les projets seront de plus en plus qualitatifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus toujours obligé de voir toujours plus gros. On peut aussi garder la même envergure sur plusieurs projets, mais chercher à chaque fois à améliorer ce qui doit être amélioré, en fait. Mais en tout cas, c'est important cette notion d'itération et de ne pas chercher à tout avoir tout de suite, parce qu'en général, c'est là où ça coince, quoi. Ouais. Vous êtes combien dans le studio aujourd'hui ? Avec des contrats permanents, on n'est pas beaucoup, on est 4. Donc il y a Marie Marquet et moi qui sommes les 2 dirigeants du studio et qui sommes, on va dire, des sortes de bon, on est dirigeants si tu veux, mais on n'est ni en CDD ni en CDI en fait. On est des actionnaires de la société qui travaillons pour cette société. Et ensuite, on a 2 employés. Donc une programmeuse et une artiste 3D, et les autres personnes qui travaillent avec nous sont freelance, mais pas à temps plein. Et donc en tout, là, en ce moment, on est une dizaine. C'est déjà bien. Voilà. Mais ce qui peut varier, par exemple, sur Tinykin, on était une petite quinzaine, mais juste la partie Montpellier, parce qu'ensuite, on a travaillé en collaboration avec d'autres studios pour différents aspects du jeu. Et sur Rendez-vous, ce sera probablement un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y aura le noyau Splash Team pour la production vraiment à proprement dit, et après il y aura peut-être des coups de main à droite à gauche, un peu de presta pour nous aider à finir certains trucs, sachant que typiquement par exemple sur Tinykin, il y avait quand même pas mal de studios impliqués, parce qu'il y avait un studio en Angleterre qui s'occupait de faire les portages sur les consoles, il y a un studio en Roumanie qui faisait du QA, il y a un autre studio de Montpellier qui a fait toutes les séquences animées, donc les séquences dessins animés qui sont dans le jeu. On a un studio qui s'occupait de la localisation qui est basé à Lyon pour toutes les trades dans les différentes langues. Il y avait aussi notre éditeur Tiny Build, donc qui sont basés dans différents pays d'Europe. Ils sont beaucoup en télétravail, mais c'est un éditeur américain à la base, mais ils ont des gens un peu partout. Donc en fait, au final, si tu fais la somme de tous les gens qui ont travaillé sur Tinykin, ça représente plus de 50 personnes. Mais nous, concrètement, on était une petite quinzaine, l'équipe principale, quoi. Et du coup, vous avez fait une levée de fonds ou un crowdfunding pour pouvoir ensuite embaucher autant de gens, ou collaborer avec autant d'équipes, le financement. Si c'est pas indiscret. Non, mais en fait, alors si je prends les 2 précédents projets, pour Splasher, très clairement, il n'y avait pas de budget. Et en fait, on était uniquement sur de l'argent personnel. Moi, j'avais un peu d'économie d'Ubisoft. Mon collègue Richard, donc, qui s'occupait de tous les graphismes du jeu, lui, il donnait des cours aussi en parallèle. Donc, c'était une source de revenus pour lui. Et on a fini le projet. Donc, il y a d'autres gens qui nous ont rejoints, mais pour des prestats plus ponctuels. On a fini le projet donc avec un éditeur qui aujourd'hui s'appelle Dear Villagers, un éditeur français. À l'époque, c'était... En fait, ils ont changé de nom plusieurs fois. Ils ont commencé en tant que The Sidekicks, ensuite c'est devenu Playdius, et ensuite ça a été rebrand encore en Dear Villagers. Donc, en tout cas, c'est la maison mère, c'est Plugin Digital, donc qui est une société de distribution française qui était à Paris avant, qui est basée à Montpellier maintenant. Et en fait, ils nous ont donné un petit peu d'argent en avance
Enfin, ils nous ont donné. C'est pas, on nous donne pas de l'argent, hein, c'est de l'argent qu'on est censé rembourser avec les ventes du jeu. Mais donc ils nous avaient avancé de l'argent pour nous aider à finir le projet. Donc ça, c'était pour Splasher. Et d'ailleurs, à l'époque, on n'avait pas Splash Team n'était pas une société au sens juridique du terme. C'était juste un nom qu'on se donnait à l'équipe. Mais il n'y avait pas de cadre officiel. On était tous avec des statuts de freelance auto-entrepreneur, quoi. Et donc ensuite, quand on a commencé Tinykin, donc fin 2019, donc un peu après le début du coup les débuts du travail sur Tinykin, en fait, on a créé donc en 2020 vraiment la société Splash Team. Donc c'était quand même beaucoup plus tard parce qu'en fait le projet Splasher, lui, il avait commencé début 2014. Et en fait, après le financement, c'est devenu une question quand même un peu plus centrale puisque on avait beaucoup plus d'ambition pour Tinykin. Et donc là, on s'est dit, il nous faut absolument un éditeur. En fait, on n'a pas vraiment envisagé le financement participatif parce qu'il y a un côté un peu trop aléatoire. Alors que si tu réussis à signer ton jeu avec un éditeur, tu es sûr que tu auras le budget. Et d'ailleurs, le financement participatif, c'est pas quelque chose qui finance les projets en général. C'est juste un petit coup de pouce. C'est surtout un gros coup de com'. Mais en général, ce qu'on récupère avec un crowdfunding, surtout tous les coûts que ça engendre aussi, c'est pas grand-chose. C'est même pas 5% du budget en général, 5-10%, quoi. Parce que l'éditeur, lui, il a plusieurs rôles. Parce que là, il peut financer la production, c'est ça, et il peut financer le marketing. Enfin, il y a plusieurs facettes, non? Alors, oui. Ouais. Est-ce que quand il finance la production, du coup, c'est lui qui prend le risque? Du coup, dans ce cas-là, de la réussite commerciale du jeu, comment ça se passe, du coup? En fait, comment dire? Alors, je viens de voir passer un truc dans le chat là. En fait, les éditeurs qui travaillent avec des studios on va dire, qui se revendiquent indépendants à minima sur la création, parce qu'après, on est rarement indépendant d'un point de vue financier, à moins d'être très riche, comme tu disais juste avant. Mais souvent, les éditeurs qui veulent travailler avec des studios comme nous ont conscience qu'il faut nous laisser beaucoup de liberté pour que ça se passe bien. Donc, les éditeurs qui sont trop dirigistes et qui veulent imposer leur vision aux développeurs, en général, c'est des éditeurs qui n'ont pas bonne réputation, ou alors c'est des éditeurs qui travaillent avec des studios pour leur faire de la presta. Par exemple, c'est un truc que Microids fait beaucoup en France. Ils travaillent beaucoup avec des studios qui sont pas du tout des studios indépendants, c'est plus des prestats. C'est Microids qui arrive et qui dit, bah voilà, on a la licence Les Schtroumpfs, on veut que vous fassiez un jeu sur les Schtroumpfs, il va y avoir ci, ça dans le jeu, ça va se passer comme ci, comme ça. Donc on est beaucoup plus dans une logique de prestation, quoi. De projet de commande, voilà, de prestation. Mais alors après, pour ce qui est justement de travailler avec un éditeur, mais dans un cadre un peu plus indépendant, enfin entre guillemets, d'un point de vue créatif, c'est qu'effectivement l'éditeur, en promettant en fait le budget pour faire le jeu, prend le risque, soit que le jeu ne sorte pas pour je ne sais quelle raison, mais en général il se protège dans les contrats. Il y a plein de clauses qui font que si ça sort pas, en fait, on doit rembourser. Mais il y a un cas où on n'est absolument pas tenu de rembourser quoi que ce soit, et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec un éditeur, parce que du coup il y a une prise de risque qui est assez partagée entre le développeur et l'éditeur. C'est que si le jeu sort mais qu'en fait c'est un gros flop, bah, l'éditeur en fait ils ont perdu l'argent, puisque l'investissement, quoi, au final. Nous, notre part du contrat, c'est de faire en sorte que le jeu sorte en tenant toutes les promesses de ce qu'on avait dit qu'on allait faire, et avec le plus haut niveau de qualité possible. Okay. Si tout ça s'est réuni, bah, on a réussi notre part du contrat, mais si derrière le jeu c'est un four, bah, eux ils vont avoir perdu tout cet argent, quoi. Okay. Parce que du coup ils ont en charge le marketing, enfin la promotion du jeu, j'imagine aussi, donc ça joue aussi probablement pour partie sur la réussite du jeu. J'imagine que la qualité du jeu, c'est un petit peu la condition numéro 1 aussi de sa réussite. Entre autres, mais en fait, mais pas que. on sait qu'aujourd'hui, ça veut pas forcément, c'est pas forcément aussi déterminant qu'à une époque où il y avait très peu de jeux sur le marché. Et là, quand je dis une époque, on remonte à longtemps quand même maintenant, plusieurs dizaines d'années. Mais aujourd'hui, bah, il y a certes la qualité du jeu, mais en fait, la plus grosse difficulté, c'est plus de le faire connaître que vraiment d'avoir un jeu top quali, quoi. Parce que, en fait, quand tu commences à avoir de l'expérience, la qualité, elle est quasiment garantie.
Si ton équipe a de l'expérience, que tu gères correctement ton équipe, que tu fais les bons choix et qu'à la fin, que tu fais beaucoup de QA, que tu fais en sorte que le jeu marche bien, que ce soit fluide, que ce soit cool à jouer, que ce soit machin, dans la presse, tu vas avoir des super reviews, etc. Mais pourtant, à la fin, la plupart du temps, ça marche quand même pas. Ou en tout cas, pas assez pour être rentable. Donc, très clairement, la qualité reste finalement un petit rouage d'une grosse. C'est nécessaire mais pas suffisant, quoi, on pourrait dire. C'est ça, ouais, tout à fait. Ok. Du coup, je sais pas, on peut peut-être switcher justement sur la partie un peu plus. Alors, à moins que tu aies d'autres choses à nous dire, je sais pas, Audrey, ce que tu en penses. Oui, je pense qu'on peut justement switcher sur la partie emploi et recrutement et travailler son profil, etc. C'est un peu lié aussi au networking qui a aussi son importance pour promouvoir un jeu. Donc, je pense que voilà, il y a un aspect communautaire quand même dans les studios aujourd'hui sur l'écosystème français. Peut-être trouver un petit angle sur ça. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Ah, t'as une question, j'y sais, vas-y. Moi, j'avais idée peut-être juste parler 2 secondes, justement de cette notion dont on parlait, le fait qu'il y ait effectivement de plus en plus de jeux qui sortent, avec peut-être du coup moins de clients entre guillemets par jeu derrière. C'est un peu ça, hein, si j'ai bien compris la crise qu'on a actuellement, c'est en fait les jeux coûtent tellement cher à produire que ils sont difficiles à rentabiliser aussi, du coup, ce que tu disais à l'instant. Donc, comment, vous, par exemple, vous allez vous positionner, est-ce que ça veut dire qu'on doit ajuster les coûts un petit peu comme ça, on doit réfléchir aux coûts, comment ça va se passer on peut penser à des grosses licences comme Assassin's Creed par exemple, où là, il y a un certain budget, ils mettent le paquet, ils sont quasiment sûrs de vendre leur jeu parce que c'est une grosse licence. Mais d'un point de vue plus studio indé, du coup, comment ça va se passer là, un petit peu à ce niveau-là? Disons que on est beaucoup plus. Ça t'a peut-être répondu déjà avant, hein, finalement, je sais pas. Je te non, pas nécessairement, mais c'est une question à laquelle finalement la plupart des gens n'ont pas de réponse parce que à partir du moment où tu n'es pas connu et que tu peux pas rattacher en fait le public à un truc déjà connu, c'est d'emblée beaucoup plus difficile de vendre un jeu. Et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup d'éditeurs vont être assez réticents à l'innovation, vont être assez réticents aux nouvelles licences. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de vendre des nouvelles idées aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui donne cette impression que parfois, le jeu vidéo, ça tourne un petit peu en rond, quoi. Encore plus sa facette la plus grand public, où on a toujours l'impression de voir des nouvelles itérations de Call of, des nouvelles itérations de FIFA, toujours les mêmes trucs. Ah oui. Voilà. Alors là, c'est le côté grand public, mais même d'un point de vue plus, on va dire, joueur initié et jeux vidéo indépendant, mine de rien, on n'est pas dans ce genre de carcan, mais il y a quand même, on tourne toujours un peu autour des mêmes genres, des mêmes types de direction artistique, des mêmes types de gameplay, énormément de roguelike, énormément de farming sim, énormément de trucs, de machin, de platformer avec un twist, etc. Et en fait, nous, par exemple, si on doit vendre un jeu à un éditeur, on va être obligé de tout faire pour que eux ils puissent le raccrocher à quelque chose qu'ils connaissent. Il faut que ça rentre dans une case, quoi, quelque part. Il faut que ça rentre dans une case, voilà. Et ça, c'est vraiment pas facile. Et même quand ta licence elle est connue, ça reste pas facile parce que la difficulté avec laquelle tu dois te frotter dans ce cas-là, c'est que le public il va avoir des attentes. Alors que si tu sors de nulle part, l'avantage entre guillemets que tu as, parce qu'en général c'est ce qui fait que tu te viandes, mais l'avantage c'est que au moins il n'y a pas d'attente. Donc tu ne peux que, dans le meilleur des cas, surprendre les gens, et dans le pire des cas, juste ça va pas marcher, personne va en entendre parler, mais en fait ta vie elle va continuer entre guillemets normalement, surtout si tu as réussi à faire financer ton jeu par un éditeur, parce que dans ce cas-là tu perds pas d'argent. Ouais. Mais bon, ça reste que si tu veux continuer à faire ce métier et continuer à faire vivre ta boîte, il faut que le jeu soit rentable. Parce que si tu en arrives à un stade où tu n'as pas perdu d'argent, mais que tu n'en as pas gagné non plus,
bah tu peux quand même pas payer ton équipe et tu peux quand même pas continuer. Donc en fait, Et peut-être que l'éditeur voudra peut-être pas re-signer une deuxième fois, ou c'est aussi une autre question, peut-être. Mais... c'est une autre question. Ça dépend des éditeurs. Ouais. Je sais qu'il y a des éditeurs qui ont tendance à, quand ça s'est bien passé avec un studio, Ouais, quand le contrat est... Ouais. à laisser une deuxième, voire une troisième chance à des studios qui ont fait des jeux qui pourtant n'ont pas marché. Et tu vois, ah bah tiens, ils ont re-signé un jeu, un deuxième, puis un troisième. Et après aussi, tu peux avoir l'impression qu'un jeu marche pas bien, mais des fois, en backstage, tu vas te rendre compte que si le jeu a pas trop mal marché. C'est-à-dire que des fois, tu vas avoir très peu de reviews sur Steam, tu as l'impression que le jeu a fait un four. Puis en fait, tu vas te rendre compte qu'en réalité, sur console, il a mieux marché, qu'il a été mis dans des gros deals en Chine ou je sais pas quoi, machin. Et en fait, la somme de tout ça, ça va faire qu'au final, le studio arrive à s'y retrouver. Sur quelques semaines ou quelques mois, par exemple. Enfin, même sur plusieurs années. En fait, mais c'est plus la démultiplication des moyens de distribution qu'on a aujourd'hui fait que si tu travailles avec un bon distributeur, entre guillemets, qui va réussir à te caser, ou un éditeur qui le fait, qui s'occupe aussi de la partie distrib, en fait, tu peux, avec la somme de tout ça, réussir à faire en sorte qu'un projet finalement soit rentable, même si c'est pas du tout un gros succès. En apparence. Ouais, c'est vrai qu'on a ces images de success stories dont on a un peu parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'on pourrait se dire, voilà, je veux faire comme ces gars-là ou comme ces studios qui ont des jeux à succès, mais voilà, il y a la plupart, j'imagine, ces studios se situent plutôt dans la moyenne, peut-être aussi. Ça fait rebondir, il y a 2 questions dans le chat qui correspondent un petit peu à ce dont tu parles. Benjamin qui dit est-ce que le bon accueil de Tinykin a ouvert des nouvelles possibilités pour le studio, c'est-à-dire plus de financement, plus facilité de recrutement, l'accessibilité à des éditeurs, etc. Et la deuxième question, c'est plus côté distributeur, du coup, Kevin qui dit comment ça se passe pour atterrir justement sur le Game Pass, le PS Plus, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses où toi, tu as une vision de ça ou c'est vraiment ton éditeur qui a géré totalement ça voilà, donc c'est pas plus. 2 questions un peu... Alors, est-ce que Tinykin, ça vous déporte? Ben ouais, en fait, le truc, c'est que quand tu as un studio indé ou même si tu es tout seul, si tu fais un jeu qui a quand même un minimum réussi à faire parler de lui, ça ouvre forcément des portes. Et parfois même, des jeux qui sont entre guillemets, des gros fours, des échecs commerciaux, peuvent aussi t'ouvrir des portes parce que si toi, pendant toute la durée du développement, t'échanges beaucoup avec les autres développeurs dans ta ville, sur Internet, je sais pas, sur des forums, les réseaux sociaux, etc., en fait, tu peux te faire connaître à travers ton parcours, même si à la fin, le résultat ne marche pas. Je vais te donner un exemple. Par exemple, il y a de plus en plus de gens qui font du développement de jeux sur Twitch, qui streament beaucoup et qui montrent leurs avancées. C'est pas pour autant qu'à la fin, ça va donner un jeu qui va marcher. C'est pas pour autant même que ça donnera un truc qui va sortir un jour. Mais en fait, il y a plein de façons de se faire connaître et de s'ouvrir des portes aujourd'hui. Donc Tinykin, qui en plus est un jeu qui est sorti et qui en plus a quand même un peu marché, on a quand même réussi à en faire parler un minimum, au moins à la sortie, mais aussi un peu avant et un peu après. Donc oui, très clairement, ça a ouvert des portes. Après, ce qui est un peu difficile cette année, mais c'est plus le contexte, on va dire, en ce moment, c'est que il y a eu une espèce de petite bulle post-Covid, en fait, où pas mal d'investisseurs avaient amassé pas mal d'argent avec des ventes records pendant le Covid, des trucs comme ça, les confinements et compagnie. Et du coup, il y a par exemple, Microsoft, ils ont investi à fond. C'est pour ça qu'on a eu un gros Game Pass, notamment avec Tinykin. Mais pareil, TinyBuild, notre éditeur, en 2020, ils étaient dans une phase où ils investissaient énormément dans plein de projets. Ils ont même acheté des studios et tout. Et en fait, malgré le fait qu'il y avait que Splasher, entre guillemets, dans notre track record, on va dire, ils nous ont fait confiance pour Tinykin, qui était quand même un projet beaucoup plus gros. Et ben là, paradoxalement, avec le contexte actuel où les gens investissent moins, les éditeurs et autres financeurs, malgré le fait qu'on ait Tinykin en plus dans le catalogue, et ben on galère plus à trouver. Donc en fait, c'est pas uniquement une histoire
d'expérience et de track record, justement, mais ça dépend aussi beaucoup du contexte économique. Si tu arrives en plein milieu d'une crise, tu as beau avoir fait 3 ou 4 jeux connus, on va même pas forcément te faire confiance, en fait. Donc, ça peut être assez difficile, en fait. Ça peut être assez difficile. Et après, pour la deuxième question sur comment on trouve des deals et comment on se place sur des Game Pass et compagnie, en fait, ça dépend. Il y a des développeurs indépendants qui gèrent ça eux-mêmes. Donc après, il faut avoir le bras long parce qu'il faut avoir les contacts et tout. C'est pas forcément évident. Mais nous, sur Splasher et sur Tinykin, dans tous les cas, que ce soit pour les deals, le type Game Pass, les éditions physiques, les Limited Run et compagnie, en fait, tout ça, à chaque fois, c'était via notre éditeur, en fait, qu'on s'occupait de ça. Et d'ailleurs, le Game Pass, on n'aurait jamais eu ça si on n'avait pas été avec Tinykin, hein, parce que eux, ils avaient les contacts chez Microsoft et de fil en aiguille, ça s'est fait. On n'aurait jamais pu faire ça tout seul, quoi. Donc l'importance de l'éditeur à fond, quoi. En tout cas, pour ce genre de choses, pour la distribution, oui, complètement. Même limite plus que le marketing, parce que le marketing, ça reste quelque chose de très aléatoire, et parfois même un très très bon éditeur qui a bonne réputation peut foirer sur le marketing. Mais par contre, des gens qui ont le bras long sur la distribution, ils foireront jamais le fait de te dégoter des deals. Parce que c'est beaucoup plus pragmatique, ce genre de choses, quoi. C'est pas aussi aléatoire que le marketing, où tu peux tenter des trucs, parfois ça marche pas. Alors qu'un deal qui dit, bah voilà, je te signe tant pour être sur notre service pendant 1 mois, bon, tu peux pas rater ça, tu vois. C'est soit tu le signes, soit tu le signes pas, mais en soi, c'est une garantie, en fait. Alors que une campagne de pub, c'est jamais la garantie que derrière, ça vendra, quoi. D'accord. Du coup, je pense qu'on peut parler maintenant de la partie emploi. Comment ça se passe un recrutement chez Splash Team? Imaginons si là vous recrutez plus, mais voilà, comment vous choisissez vos candidats et si tu peux nous parler un petit peu de tout ça. Alors, bon, déjà, on n'est pas un très gros studio, donc on recrute assez peu. C'est vrai que nous, alors je sais que c'est pas forcément une bonne chose pour les gens qui débutent, mais parfois on est ouvert au recrutement de gens entre guillemets débutants, mais en tant que professionnels, parce que c'est pas parce que c'est votre premier jeu commercial sur lequel vous bossez que vous avez jamais fait des jeux avant. Vous pouvez avoir fait des game jams, bien sûr il y a les projets étudiants pour ceux qui font des études qui ont un rapport avec ça. Ou simplement des projets perso, en fait. Mais en tout cas, on n'est pas toujours ouvert au fait que le projet pour lequel on recrute soit la première expérience de la personne. En fait, un truc qu'on fait souvent, mais c'est aussi parce qu'on est un petit studio, c'est de faire par réseau et de fonctionner avec les recommandations des autres personnes qu'on connaît qui dirigent d'autres studios, par exemple à Montpellier ou ailleurs, et qui nous recommandent des gens avec qui ils ont déjà travaillé. Donc ça veut dire que en fait, nous, on est rarement ouvert entre guillemets, aux personnes qui débutent totalement, parce qu'une personne qui débute totalement, ça veut souvent dire au début plus d'encadrement, plus de temps de démarrage, plus de temps de formation, etc., etc. Et en fait, quand on est notamment engagé dans des contrats avec des éditeurs qui sont souvent avec des timings précis, des budgets assez limités, etc., en fait, plus on est efficace rapidement, mieux c'est pour nous. Alors que toi, à l'inverse, une boîte comme Ubisoft, c'est un peu l'extension naturelle de l'école pour beaucoup de gens en France parce qu'ils sont tellement nombreux, ils ont tellement de projets et ils ont tellement de moyens qu'en fait, c'est limite un centre de formation à eux tout seuls, quoi. En fait, il y a énormément de gens qui commencent chez Ubisoft en tant que stagiaires ou quoi, et c'est une très bonne chose parce que du coup, ensuite, ils arrivent chez nous, les studios indépendants, mais déjà formés. Donc c'est pas mal en fait en vrai. Mais après des fois on est aussi ouvert aux candidatures plus débutants. Par exemple sur Tinykin, il y a 2 personnes qui ont commencé en tant que stagiaires qui sortaient tout juste d'école et qui ensuite on a pris ensuite en CDD et voilà et ça s'est très bien passé. Après nous on est comment dire, c'est vrai que moi par exemple en tant que GD programmeur LD, j'ai tendance souvent à rechercher des personnes qui ont un peu mon profil ou un peu mon parcours, pas forcément au même niveau d'expérience, parce que moi, ça fait une quinzaine d'années que je fais du jeu vidéo, mais en tout cas, qui ont une démarche similaire à la mienne, c'est-à-dire très autodidacte, qu'on fait des études dans le jeu vidéo ou pas, parce qu'en fait, c'est pas une obligation,
qui ont beaucoup de projets perso à montrer, enfin qui investissent beaucoup d'eux-mêmes dans la création de jeux et donc ça va de pair avec le fait d'être passionné par ce que tu fais aussi, quoi. Quelqu'un par exemple qui fait ce métier, que son métier ce soit programmeur dans le jeu vidéo ou game designer ou peu importe le métier ou graphiste ou autre, mais qui fait ça comme il pourrait faire n'importe quoi d'autre, notamment par exemple les programmeurs. En fait, il y a plein de domaines dans lesquels tu peux travailler en tant que programmeur, pas forcément que le jeu vidéo. Et d'ailleurs, le jeu vidéo, c'est pas forcément celui qui paye le plus. Tu vas faire programmeur à la BNP, tu vas gagner beaucoup plus d'argent sur des modèles financiers et tout comme ça. Tu vas gagner beaucoup plus d'argent qu'en étant programmeur dans le jeu vidéo. Donc, en fait, si t'es pas un minimum passionné par ce que tu fais, moi j'ai tendance à considérer que ça va pas marcher, sauf si au contraire tu as un profil très senior, très expérimenté, que tu es expert dans ton truc et que ok, le projet te passionne pas, mais en fait on te sollicite pour une mission bien précise, genre je sais pas, un truc très pointu pour je sais pas moi, faire du réseau ou faire un truc vraiment voilà, qui est très 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 spécifique. On se dit bon ok, le gars est pas méga passionné ou la nana voilà, bon c'est pas grave, au moins le taf sera fait et il sera bien fait, mais c'est pas ça qu'on recherche en général. En général, on a plutôt tendance à chercher des gens qui sont habités par l'envie de faire des jeux et qui vont être très moteurs dans leur approche du métier, quoi. Ok, intéressant. Et le gars qui serait, ou la personne qui serait un peu comme ça, introvertie, mais qui serait compétente et donc le côté social serait pas très marqué, ça peut poser problème aussi, ça, ou enfin ça revient un peu à ce que tu disais sur. Non, mais en fait, c'est pas vraiment une question d'introversion parce que en fait, tu peux être très timide et introverti, mais avoir quand même cette démarche de toi, en tout cas personnellement, à ton échelle, d'être très curieux, très autodidacte, enfin, en fait, le fait d'en vouloir beaucoup et d'être moteur et voilà, d'être un atout pour un projet de développement de jeux vidéo, c'est pas forcément une question de sociabilité. C'est vrai que c'est un plus quand tu travailles avec une équipe, c'est quand même mieux d'avoir envie d'échanger avec l'équipe, mais en fait, c'est plus une question de peut-être plus de comportement, tu vois, déjà comment tu reçois la critique. Est-ce que tu es capable de mettre de côté tes propres convictions pour suivre la direction qu'on va te donner, parce que nous, c'est pas des associés qu'on cherche, hein, c'est des gens pour travailler sur un projet, mais c'est quand même nous qui dirigeons le projet. Par exemple, il y a des gens qui sont même très jeunes, déjà très indépendants dans l'âme, et qui vont avoir du mal en fait à accepter le fait qu'on les dirige, et c'est vrai que du coup ça peut être un peu frictionnel. Mais le truc, c'est que quand tu débutes, il faut aussi être capable de mettre ça de côté. Moi, je vois quand je travaillais chez Ubisoft au départ, j'étais frustré en fait, mais je me pliais au jeu en fait, parce que c'est un peu un passage obligé pour ta formation aussi, tu vois. Tu gagnais quelque chose dans l'histoire, quoi. Mais c'est aussi pour ça que je suis pas resté 10 ans, quoi. Ouais. Écoute, je pense que si on doit résumer, c'est finalement, si vous avez envie de travailler dans le jeu vidéo, faut commencer par faire vos armes en faisant beaucoup de projets perso, faire du networking en allant sur des événements et des game jams et ce genre de choses pour vous faire un peu connaître, puisque comme tu dis, vous marchez beaucoup au bouche à oreille et à la recommandation. Donc voilà, en participant à des events, etc., en vous en connaître de cette communauté, même en ligne. Il y a pas mal de communautés en ligne qui font aussi des challenges, des choses comme ça, et c'est une façon de se faire connaître. Et puis d'essayer d'agrémenter énormément son portfolio, quoi, en gros. C'est déjà pas mal si on a tout ça dans ses cartons, non? Je pense. Ouais. Et puis surtout, ce qui est intéressant à retenir aussi, c'est que notamment aujourd'hui, grâce à l'extrême
richesses d'Internet, ça peut ne pas coûter grand-chose de débuter. On n'est pas obligé d'aller faire une école privée qui coûte un rein. On n'est pas obligé de payer cher pour apprendre à faire des jeux vidéo. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Après, la difficulté, c'est de faire le tri. Et c'est là que ça peut devenir intéressant, justement, de se constituer un réseau, de gens qui vont pouvoir t'aider. Si tu débutes, tu sais pas trop par quel bout commencer. Il y a aussi des excellentes chaînes YouTube, par exemple, qui parlent de ce genre de sujet, etc. Il y a peut-être, du coup, là, l'école, enfin, votre programme, je sais pas trop comment appeler ça, de formation au clock. Le Summer Camp, Je sais pas trop ce que vous faites, mais ça rentre aussi probablement aussi dans cette démarche. Donc en fait, je pense que déjà pour faire du jeu vidéo, il faut faire des jeux. Arriver et dire j'ai envie de faire des jeux, en général, c'est pas suffisant. Il vaut mieux arriver en disant j'ai envie de faire des jeux et j'en ai déjà fait, que ce soit des jeux commerciaux ou pas. Et puis voilà quoi. À la base, c'est surtout une démarche personnelle et c'est beaucoup une question de motivation tout simplement et aussi un peu d'autodiscipline quoi, pour éviter de partir dans tous les sens et de vite s'éparpiller et de perdre le cap quoi. Mais c'est tout l'objet de notre Summer Camp. Et ça, c'est tout l'objet de Summer Camp. Je sais pas, je vais en parler après, de toute façon, oui. Aussi. Maintenant, on va voir comment on conclut. Il nous reste 5 minutes, donc on peut peut-être le présenter rapidement. Et en attendant, si vous avez d'autres questions à poser à Romain, profitez-en. Et comme ça, après, on termine sur les dernières questions, s'il y en a. Je vais partager mon écran. Donc JC, je te laisse. Ouais, je prends le relais. Ouais. Pour faire un peu écho à ce qui a été dit juste avant, effectivement, alors moi je suis comme ça, je suis développeur de jeux vidéo depuis assez longtemps. C'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier dans les années 80. J'étais jeune, mais voilà. Et j'ai toujours développé comme ça des concepts de jeux, des prototypes, des trucs qui sont jamais sortis, évidemment. Sauf dernièrement où je m'efforce un peu de publier des choses sur Reach. Et en fait, ce Summer Camp, c'est un petit peu justement un concentré de comment moi, en fait, j'ai traversé un petit peu tout ça. Plus récemment, je me suis formé en autodidacte au game design, comment dirais-je, à différentes techniques pour organiser justement la création de son jeu pour pas être perdu, comme tu disais à l'instant, Romain. On a vite fait d'ouvrir plein de projets, d'en finir aucun, d'avoir une idée qui en chasse une autre, etc. Et donc, moi, je me suis intéressé plus récemment aussi à des gens qui proposent des méthodes sur Internet, comme il y en a pas mal, comment faire pour ne pas décrocher de mon jeu et d'amener mon idée au bout. Et puis tout ce qui va être polish et ce genre de choses. Donc ce Summer Camp, c'est un petit peu un concentré de ça, avec l'approche justement game designer vs game developer, c'est-à-dire comment est-ce que, donc en utilisant un outil no-code qui est Construct 3, que tu connais probablement, Romain, parce que l'idée c'est de se détacher un petit peu du code justement. Alors pas de l'algorithmique, parce que dans un logiciel même comme Construct, il y a de la logique algorithmique, il peut y avoir même parfois un petit peu de code, mais ça reste quand même une logique qu'on va avoir de développeur en quelque sorte. Et donc l'idée, voilà, c'est de se détacher un petit peu de la partie technique pour trouver un équilibre entre je conçois un jeu, comment je vais pouvoir aboutir ce jeu, ou en tout cas essayer de l'aboutir. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée du coup de ce Summer Camp. Donc il y aura un peu de théorie sur justement le game design et la conception, la mise en pratique avec l'outil Construct. Donc comment on va faire avec cet outil en particulier pour mettre en œuvre ces idées qu'on a.
Voilà. Quel âge? Pardon? C'est à partir de quel âge? À partir de quel âge? Formation pour adultes. Formation pour adultes. Bah, c'est ouvert aux ados, du coup. Voilà, Enfin, voilà, c'est l'ouvre ouvert à tous âges. Donc des ados à plus. Il y aura une semaine, il y aura une semaine en asynchrone qui va démarrer où on va vous fournir des contenus sur une semaine en amont de l'entrée en formation, où vous allez pouvoir commencer à jouer, parce qu'on va vous donner des liens pour aller jouer à certains jeux, justement, ou à découvrir des notions particulières, justement, sur la conception. Et ensuite, on attaquera en formation avec la partie plus concrète, comment on crée, quoi. Pour ceux qui voilà, en gros. Le format, le téléprésentiel, c'est des cours de 9h à 17h, en gros, en live, en direct de chez vous. Voilà, vous êtes dans une salle de classe virtuelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement. Et l'asynchrone, c'est des cours, mais que vous pouvez faire, enfin des choses à faire, mais quand vous voulez, durant une semaine, vous vous organisez comme vous voulez. En gros. C'est ça, exactement. Avec des pauses, je précise, entre 9h et 17h, parce que ça peut être un petit peu difficile de tenir tout ce temps-là. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Le prix de la formation, on est toujours en early bird, donc profitez-en si ça vous intéresse. C'est 800 € pour 21 jours de cours au lieu de 1600 €. Et vous bénéficierez d'un accès à Construct, puisque c'est un logiciel qui peut être utilisé de façon gratuite, mais pour lequel c'est limité. Donc voilà, on aura un abonnement à votre disposition pour pouvoir vous en servir tout au long de la formation et faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Je crois qu'on est au bout. On est au bout de cette présentation. Est-ce qu'on a eu des questions? Alors, il y en a une, je crois. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'inscrits, nous demande Joac. Écoute, ça se remplit tranquillement, mais il faut savoir qu'on a vraiment limité le nombre de places pour avoir une pédagogie vraiment la plus smooth possible, la plus fluide possible. Et vous connaissez O'Clock, si vous êtes passé par chez nous, c'est très important pour nous que on n'ait pas une usine à vous former. Et donc pour que ça soit smooth, c'est environ 20 places. Donc voilà, c'est pas plein, mais ça se remplit et donc en plus avec l'early bird, voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Avez-vous encore des questions pour Romain? Je pense qu'on est au 17h33, on a perdu tout le monde. Une question. Vers quel genre de studio vous nous conseilleriez d'aller faire un stage? Est-ce que tu aurais des conseils pour un stage? Quel type de studio les personnes auxquelles pourraient s'adresser en fait les élèves? La question, c'est est-ce que je connais des studios qui cherchent des stagiaires? C'est un peu ça. Ouais, ou le genre de studio, peut-être. Est-ce qu'il vaudrait mieux aller, par exemple, taper la porte chez Ubisoft, ou est-ce que des confrères de studios indé est-ce que ça se passe chez vous? Comme je disais un peu plus tôt, c'est vrai que plus les studios sont petits, moins les ouvertures pour les stages sont nombreuses, logiquement. Après, moi je pense que pour les gens qui débutent et qui veulent vraiment apprendre beaucoup de choses en production, même si à la fin c'est pour faire des productions de plus petite envergure, Ubisoft, je trouve que ça reste un bon point de départ. Je vais te dire grosso modo, Ubisoft ou toutes les autres boîtes assez importantes dans le paysage. Là, je parle de paysage français, mais ça peut être à l'étranger aussi. Parce qu'en général, c'est les endroits qui vont proposer le plus d'offres de stage. Et même si c'est pas votre rêve ou votre envie première de travailler sur des projets comme ça,
Donc quand je dis des projets comme ça, c'est quand même souvent des projets à gros budget avec des grandes équipes. Mais au moins, l'avantage dans ce genre de cadre, c'est qu'on rencontre toutes sortes de personnes. Des gens qui sont passionnés par les jeux vidéo, des gens qui le sont beaucoup moins, parce que dans les grosses boîtes comme ça, il y a de tout. Il y a de toutes sortes d'artistes, de toutes sortes de techniciens, de toutes sortes de designers et autres personnes qui vont travailler au marketing, dans les RH. Enfin, il y a vraiment du monde. Et en fait, il y a souvent aussi des personnes très, 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 très expérimentées qui vont être finalement assez rares dans les studios indés. Genre, limite, on les trouve jamais dans les studios indés. Faut voir les dinosaures, et quand je dis ça, c'est pas forcément péjoratif, des fois ça l'est, mais les dinosaures que tu peux rencontrer dans des boîtes comme Ubisoft à Montpellier ou ailleurs, c'est des mines d'or en fait d'expérience et de choses que vous pouvez apprendre d'eux. Donc moi je recommanderais quand même de passer par ce genre de boîte si vous avez la chance de pouvoir le faire pour débuter. Après, à partir du moment où vous voyez des offres de stage popper sur les sites comme AFJV et autres, faut pas hésiter à y aller aussi, hein. Mais par contre, allez demander spontanément aux studios qui ne cherchent pas, surtout si c'est des petits studios, dans 95% des cas, ce sera négatif, hein. Ça, c'est sûr à 100%. D'ailleurs, à propos de Ubisoft, j'ai oublié de le mentionner, mais on a appris que des personnes d'Ubisoft viendront pendant le Summer Camp vous parler, voilà, pendant une demi-après-midi. C'est vrai. Donc, ça serait une intervention sympa, et je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, Romain, sur le fait de s'intéresser d'abord à des grands groupes qui ont des moyens et qui peuvent vous accueillir et financièrement supporter le coût d'un stage ou d'un alternant et le coût de former quelqu'un qui est junior. Voilà, c'est un bon deal. La dernière question pour clore cette intervention, Benjamin nous dit: que peut-on te souhaiter pour la suite de Splash Team? Voilà. C'est marrant, on dirait la question finale des interviews de Guillaume Play. Je sais pas si vous connaissez sur YouTube. C'est toujours la question qu'il pose à la fin. Et ben, toujours plus de réussite, hein. Je pense qu'on est sur une bonne lancée. Moi, je suis encore très très loin d'avoir atteint l'objectif que je me suis fixé, mais je trouve qu'on est sur une bonne voie, et on va continuer surtout à faire les choses petit à petit en fait. Pas essayer de griller les étapes, juste consolider nos positions de plus en plus, pourquoi pas rajouter un petit truc ici, un petit truc là, et on continue à construire le château comme ça, petit à petit. Donc ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que ça continue comme ça et que ça régresse pas, au contraire. Voilà. Eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vois Jean-Christophe, donc Oui. Qui est ici présent. T'as posté AFJV avec un point d'interrogation. Est-ce que tu veux que je donne des détails là-dessus ou... Non, c'était pour. Je demandais si c'était bien d'aller chercher des stages parce qu'il y a pas mal de stages qui sont proposés sur le site AFJV Emploi. Ouais, mais et donc. voilà, peut-être. C'était pour savoir si. Voilà, est-ce que c'est une bonne porte d'aller frapper, C'était pour répondre à la question sur les stages, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'AFJV, c'est juste une plateforme, c'est un peu une sorte de pôle emploi, mais spécialisé jeux vidéo, en fait. Ouais. C'est l'équivalent français de un site qui s'appelait Gamasutra avant, qui maintenant s'appelle Game Developer, je crois, qui est plus la même chose, mais à l'échelle internationale. Donc c'est vraiment AFJV, c'est la version que sur la France, quoi, en fait. Donc il va y avoir effectivement d'un côté souvent des articles de témoignages de gens qui bossent dans le studio et tout, mais il y a surtout le portail emploi, en fait. Et en fait c'est pas du tout bien ou mal, hein. C'est juste un portail où les gens, tous les studios postent leurs offres, en fait. Donc en fait, si tu passes par la FJV pour postuler à quelque chose, c'est pas auprès de la FJV que tu postules, c'est pas eux à qui tu t'adresses. Oui. C'est juste un intermédiaire, en fait. Tout à fait. Eh ben, écoute, sur ces belles paroles, je pense qu'on va pouvoir clore ce live. Merci beaucoup. Merci, Romain, de nous avoir consacré un peu plus d'1 heure. Merci à tous d'être restés avec nous et pour vos questions. N'hésitez pas à visiter la page du Summer Camp. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. On est toujours dispo pour vous répondre. Très bonne soirée à toutes et à tous. On se dit à bientôt. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Salut. Au revoir. Merci Romain.
Et je clore.